Bonjour à tous. Donc merci aux organisateurs de m'avoir proposé cette session. Donc sur un sujet qui m'est assez cher, sur l'hypoglycémie du nouveau-né. Il n'y a pas de pointeur. Il n'y a pas de pointeur. Si. La souris, ça marche. Super. Ok. Bien, alors on va parler de l'hypoglycémie néonatale et on va discuter ensemble où est-ce qu'on en est. C'est un sujet qu'on rabâche depuis très très longtemps. C'est un trouble métabolique et c'est l'un des troubles les plus fréquents chez le nouveau-né au cours des premiers jours et elle fait craindre une altération du neurodéveloppement. En fait, vous voyez que dans cette publication récente, 2023, on montrait que entre 25 et plus de 28% des nouveau-nés étaient surveillés pour leur glycémie en maternité. Et pourtant, vous voyez que en 2014, il y avait cette publication qui disait, en fait, on est toujours en train de débattre sur la définition de l'hypoglycémie néonatale. Un petit peu plus récemment, en 23, les manques d'évidence et controverses. Donc en fait, on en est toujours au même point en 2026, c'est-à-dire les gens ne sont pas d'accord. Alors la situation qui va nous concerner plus fréquemment en néonatologie, c'est ce que j'appelle l'hypoglycémie transitionnelle, c'est-à-dire c'est une hypoglycémie qui apparaît dans les 48 à 72 heures après la naissance et qui en fait est un trouble de l'adaptation à la vie extra-utérine avec un déséquilibre entre les apports que l'on va donner à l'enfant, sa consommation tissulaire et sa production endogène de glucose qui se fait essentiellement au niveau du foie par, d'une part, la glycogénolyse et d'autre part, la néoglucogénèse. Alors, quels sont les enjeux de cette hypoglycémie néonatale ? Bon, déjà, c'est un problème fréquent. Le plus souvent, elle est asymptomatique, donc je voudrais quand même que vous mettiez en situation, c'est-à-dire qu'on va intervenir chez un enfant qui n'a pas de symptômes, qui ne demande rien à personne en réalité. Donc il faut identifier les enfants à risque, établir une stratégie de prévention et de surveillance, établir des seuils d'intervention et des cibles thérapeutiques, définir les étapes thérapeutiques et en particulier, j'y reviendrai, éviter d'être iatrogène. L'objectif est d'éviter des hypoglycémies profondes et persistantes avec un risque de troubles du neurodéveloppement et éventuellement de plus en plus des enjeux médico-légaux. Donc les hypoglycémies profondes et persistantes, c'est elles qui vont entraîner des troubles neurologiques. Donc là, vous avez dans cette étude qui avait regardé chez des nouveau-nés à risque de plus de 35 semaines leur devenir à 4,5 ans et ceux qui avaient des troubles des fonctions exécutives, c'est ceux qui avaient eu des glycémies les plus basses majoritairement ou ceux qui avaient eu plusieurs épisodes. Et on sait que les hypoglycémies symptomatiques entraînent des lésions cérébrales, en particulier des atteintes de la substance blanche en postérieur, comme vous pouvez le voir sur cette image, mais éventuellement aussi des atteintes corticales. Alors, les indications de surveillance, vous voyez, elles ont été revues récemment dans ce papier que je cite. C'est le retard de croissance avec un point inférieur au 10e percentile, la prématurité avant 37 semaines, le gros bébé au-delà de 90e percentile, ou de mère diabétique, les enfants qui ont une hypothermie, qui ont une infection néonatale bactérienne précoce, une asphyxie néonatale modérée éventuellement ou sévère, s'ils sont en réanimation, et une prise maternelle de bêta-bloquants, sachant qu'on catégorise les nouveau-nés en 3 classes, ceux qui manquent de réserve énergétique, donc c'est les prématurés, les retards de croissance, ceux qui ont une augmentation de la demande énergétique, donc quand on est en stress, c'est-à-dire l'infection, l'hypothermie, et ceux qui ont un hyperinsulinisme fœtal persistant, donc typiquement les nouveau-nés de mère diabétique, mais aussi les retards de croissance peuvent avoir un hyperinsulinisme persistant. Et donc, les bêta-bloquants, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de recommandations internationales qui oublient de citer les bêta-bloquants. Il y en a une méta-analyse récente qui montre bien que le risque d'hypoglycémie est augmenté, vous voyez, de 3,5 fois en cas de prise de bêta-bloquants par la mère, donc il faut surveiller ces enfants. Alors, quel seuil pour définir l'hypoglycémie ? Donc, la question se pose surtout pour les nouveau-nés asymptomatiques, parce qu'on verra que pour les symptomatiques, il n'y a pas vraiment de discussion. Donc, on est sur une discussion qui démarre en 1950, vous voyez, avec un seuil qui définit l'hypoglycémie extrêmement bas. En 1980, on était alors encore sur des seuils encore plus bas ou plutôt élevés. Donc, en fait, ça était une mouvance entre ces deux valeurs. En 1988, sort ce seuil de 2,6 que je pense beaucoup d'entre vous avaient adopté. Or, je précise que ce seuil a été établi à partir d'une étude. C'est l'analyse secondaire d'une étude randomisée chez des nouveau-nés prématurés de moins d'1,850 kg. Donc, je répète, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois,
je ne suis pas sûre qu'en médecine, il y ait beaucoup de situations dans lesquelles on a défini une norme à partir d'une seule étude qui ne correspond même pas au gold standard d'une étude randomisée avec l'objectif principal. Mais c'est resté, voilà, les gens étaient contents, ils n'avaient pas de normes, donc ils se sont accrochés à ce qu'ils ont pu trouver. Et puis en 2015, on a été un peu plus perturbé par cette fois-ci l'Académie américaine d'endocrinologie pédiatrique, qui a augmenté les seuils, vous voyez, 2,8 puis 3,3, donc ce qui se basait sur le seuil des symptômes neurogéniques chez l'enfant. Et du coup, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? En fait, le fait est qu'on ne peut pas définir une valeur seuil unique. Il n'y a pas une seule valeur qui va définir l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, en fait, c'est toujours pareil. Quand on établit une norme, c'est quoi une hyponatrémie, c'est quoi une hypokaliémie, etc. Eh bien, c'est une valeur en dessous de laquelle l'organisme va être mis en danger. Et là, en l'occurrence, on peut considérer que ça va correspondre à une valeur qui entraîne un risque délétère, particulièrement pour le cerveau. Et en pratique, on a du mal à poser un seuil unique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de mesurer les substrats alternatifs qui vont aussi intervenir dans le métabolisme énergétique cérébral, en particulier les corps cétoniques et le lactate. Et c'est pour ça que vous avez tous constaté qu'il y a des enfants, des nouveau-nés qui sont bien. Vous faites un dextro systématique et vous trouvez un dextro blanc et ils n'ont aucun symptôme parce qu'en fait, ils utilisent probablement leur substrat alternatif. Donc, cette histoire de seuil opérationnel avait été définie en 2000 dans une publication très connue de Marvin Kornblatt et al., c'est-à-dire qu'il y avait eu un consensus d'experts sur l'hypoglycémie néonatale et qui avait dit « arrêtons de dire n'importe quoi, il faut prendre des seuils d'intervention et des objectifs thérapeutiques qui peuvent être différents ». Et donc, il proposait pour les enfants à risque mais asymptomatiques d'intervenir quand on était en dessous de 2 millimoles par litre. Pour les enfants symptomatiques, quel que soit le symptôme, si la glycémie est inférieure à 2,4, on devait l'attribuer à ce symptôme. Et dans toutes les situations, bien sûr, si la glycémie était très basse, on va y revenir. Alors, je peux vous dire qu'on n'est toujours pas d'accord. Vous avez ici une revue systématique de 2023 qui a repris les recommandations des sociétés internationales. Hein. Donc, vous avez la société américaine, la société britannique, etc. et la société canadienne. Et vous pouvez voir que chacun, quasiment, y va de son seuil pour définir l'hypoglycémie. Donc, on n'est toujours pas d'accord. Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a des données sur le devenir neurodéveloppemental dans des études récentes qui permettent d'apporter des nouveaux éléments de preuve pour définir, en gros, est-ce qu'on peut parvenir à une définition, un consensus de l'hypoglycémie néonatale? Alors, il y a une méta-analyse qui avait été réalisée, je crois, en 2019 et qui a été mise à jour en 2024. Et vous pouvez voir que sur le neurodéveloppement avant 5 ans, après 5 ans, l'atteinte neurovisuelle, l'atteinte des fonctions exécutives et n'importe quelle atteinte cognitive, eh bien, on a à chaque fois des odds ratios qui semblent être significatives, sauf que vous voyez qu'il n'y a pas d'études randomisées dans cette histoire, c'est que des études non randomisées, donc voilà, et qu'à chaque fois, la conclusion, c'est niveau de preuve très bas, bas ou très bas. Et pour vous montrer un exemple, quand on regarde les déficits cognitifs mild, c'est-à-dire modérés, qu'on sépare les modérés et les sévères dans cette méta-analyse, eh bien, il n'y a plus de différence significative. Donc, en fait, pour le moment, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est à partir de cette méta-analyse des risques de l'hypoglycémie néonatale. Alors, j'aime beaucoup cette étude, qui a été donc une étude qui a été réalisée chez des enfants à risque d'hypoglycémie nés après 35 semaines. On intervenait lorsque leur glycémie était inférieure à 2,6 millimoles et on les remontait au-delà de 2,6 millimoles. À 2 ans, donc ils ont comparé ceux qui avaient eu ou pas une glycémie inférieure à 2,6 millimoles par litre, et à 2 ans, il n'y avait pas de différence sur le développement psychomoteur entre les deux groupes. À 4 ans et demi, ils trouvaient qu'il y avait une modification des fonctions exécutives et des fonctions visuelles. D'ailleurs, c'est cette étude qui a été introduite dans la méta-analyse, qui pèse lourd dans la méta-analyse. Hein. Donc, il y avait une atteinte plutôt en défaveur du groupe avec hypoglycémie. Et à 9-10 ans, donc ils ont poursuivi voilà, eh bien, ils trouvaient qu'il n'y avait pas de différence sur les performances scolaires entre les deux groupes d'enfants, hypoglycémiques ou non.
Et ce qui était assez stupéfiant, si vous voulez, c'est qu'au global, il y avait quand même un taux d'enfants avec des difficultés scolaires ou des performances scolaires médiocres qui était très élevé. 47 versus 48%, donc pas différent, mais très élevé. Ce qui faisait dire, et ce qui fait réfléchir, de se dire, est-ce que c'est l'hypoglycémie qui va entraîner le risque neurodéveloppemental, ou est-ce que c'est la situation de départ de l'enfant, petit poids de naissance, nouveau-né de mère diabétique, qui en soi expose au risque d'anomalie du neurodéveloppement. Enfin, cette étude, une des plus récentes, qui est quand même parue en 2020, donc les gens ont eu le courage de faire enfin une étude randomisée pour comparer 2 seuils d'intervention, soit le seuil classique de 2,6 mmol par litre, soit 2 mmol par litre, donc randomisation. L'objectif principal de cette publication, c'était non-infériorité du développement psychomoteur à 18 mois. Et en fait, ils ont bien montré qu'il n'y avait pas de différence selon le seuil d'intervention qu'on avait choisi sur le neurodéveloppement à 18 mois. Donc, on attend avec impatience des données à plus long terme. J'espère qu'elles vont bientôt être publiées, puisque le temps passe, pour savoir est-ce qu'à l'âge de 5 ans, etc., on observe des différences. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme recommandation 2026 ? Parce qu'en fait, il faut bien prendre des décisions quand on est en médecine. Il faut faire un protocole de service. Eh bien, évidemment, moi, j'ai fait un protocole de service, j'ai pris ma décision et je suis très britannique, car je suis proche des recommandations de la société britannique, qui sont les seuils qui conduisent à une intervention. Pour moi, c'est bien sûr une seule valeur inférieure à 1 millimol par litre, c'est une urgence absolue. Une valeur de glycémie inférieure à 2 millimoles par litre sur 2 mesures consécutives chez un nouveau-né asymptomatique, et une seule valeur inférieure à 2,5 chez un enfant symptomatique. Et ensuite, l'objectif thérapeutique, j'ai dit, on différencie le seuil d'intervention et l'objectif thérapeutique qui doit être de ramener l'enfant au-dessus de 2,5 à partir du moment où on met en place une intervention. Et pour les cas d'hyperinsulinisme, il faut même aller au-delà de 3,3 millimoles par litre, parce que c'est des bombes à retardement, ils crachent de l'insuline n'importe quand et ils peuvent chuter très vite leur glycémie. Alors, quand débutait la surveillance, là encore, j'ai repris cette revue systématique des recommandations internationales, donc il n'y a pas de consensus sur quand débuter la surveillance. Il y en a qui disent 30 à 60 minutes après la première prise alimentaire, d'autres 3 ou 4 heures après la naissance chez le nouveau-né asymptomatique. En fait, de faire un dosage de glycémie trop tôt, c'est embêtant parce que vous savez qu'il y a une baisse physiologique de la glycémie et pour laquelle on ne connaît pas vraiment la valeur minimale tolérable, et que finalement les voies métaboliques qui vont permettre d'équilibrer la glycémie dans les premières 24 heures ne sont pas encore mises en route. Et donc moi, je préconise la surveillance après le deuxième repas, c'est-à-dire 3 ou 4 heures après la naissance maximum. Alors, les mesures de prévention, elles sont fondamentales, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc, il faut, pour tous les nouveau-nés à risque, mettre en place des mesures de prévention. Le pot à peau précoce, l'alimentation précoce. Et là, je peux vous dire qu'on a des niveaux de preuve. On a une méta-analyse qui a clairement montré que quand on met l'enfant en pot à peau précoce sur sa mère, on diminue le risque d'hypoglycémie de 70%. Et quand on fait une alimentation précoce, on diminue le risque d'hypoglycémie de 50 à 80%. Donc, mettez en place les mesures de prévention. Les principes du traitement, je ne vais pas détailler. Je vous invite à voir le pas à pas auquel j'ai contribué, qui est paru en 2019 par la Société française de pédiatrie. Donc, une glycémie symptomatique ou asymptomatique avec un seuil très bas, c'est une urgence. Il faut faire un bolus de glucosé à 10% de ml/kg. Et bien sûr, si on peut mettre en place une perf en complément et laisser une part d'alimentation entérale. Et je précise aussi que si on n'arrive pas à perfuser l'enfant, parce que c'est un peu une situation de stress quand on va aller vite, on peut mettre un bolus de 3 ml/kg sur une sonde gastrique, en attendant de trouver une voie d'abord. Et dans les autres cas, qui sont les plus fréquents, une glycémie inférieure à 2 mais supérieure à 1, confirmée donc sur 2 dextro successifs, eh bien on va enrichir l'alimentation. Donc quand on est en allaitement maternel, les recommandations c'est de compléter avec un hydrolyse poussé de protéines pour éviter l'exposition aux protéines du lait de vache. Et si on est en allaitement artificiel, eh bien on va enrichir progressivement le lait de mère. Et j'insiste, c'est un enrichissement progressif. Et là, on continue la surveillance qu'on adapte en fonction de l'évolution des glycémies. Voilà, alors si les mesures d'enrichissement sur l'alimentation classique ne sont pas suffisantes, eh bien on s'interroge de mettre une perfusion en complément ou de mettre en place une sonde gastrique
pour si l'enfant ne boit pas bien, notamment sa ration alimentaire. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut savoir identifier ce qui n'est pas une hypoglycémie de la phase transitionnelle, notamment si elle dure au-delà de 48-72 heures. On n'est plus dans la phase transitionnelle. Toute hypoglycémie symptomatique, on n'aime pas ça, donc il faut peut-être se poser la question de faire un bilan complémentaire. Et puis, si on a plus de 2 épisodes répétés, bien sûr, très bas. Et surtout aussi, moi, j'ai souvent le cas dans le service, vous avez un enfant qui n'a aucun facteur de risque, on en a eu un il n'y a pas très longtemps, qui fait une hypoglycémie, il faut lui faire le bilan. S'il n'est pas gros, s'il n'est pas petit, s'il n'est pas d'infection, il faut lui faire le bilan. En fait, ce qui se passe aussi, ce que je rencontre régulièrement, c'est des enfants qui sont en allaitement maternel, qui sont en maternité, et en fait, on ne sait pas ce qu'ils prennent au sein, ce qu'ils boivent, et ils se retrouvent en hypoglycémie. Il n'y a pas de surveillance suffisante. Mais dans ce cas-là, on est bien embêté parce qu'on n'a pas la preuve de ce qu'ils ont bu et pas bu. Et donc, moi, je demande qu'on essaye de faire un bilan pour être sûr qu'il n'y ait pas notamment d'insuffisance surrénalienne. Voilà, puisque les causes rares, on va les retrouver sur ces bilans. Elles ne sont pas prévisibles, sauf s'il y a déjà un cas princeps dans la famille. Surtout, les hyperinsuffismes primaires, en général, si vous voulez, ceux-là, on les trouve facilement dans les premières 24 heures. C'est un sujet en soi, mais c'est les déficits hormonaux, dont je pense va nous parler Agnès, et les déficits des voies métaboliques. Dernier point, éviter la iatrogénie. C'est pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai dit vous corrigez progressivement. C'est-à-dire il ne s'agit pas de mettre 4% de dextrine maltose d'un coup. Dans une des études dont je vous ai parlé, M. McKinley, là, les 35 semaines dont je vous ai parlé, ce qu'il a montré, c'est que les enfants qui avaient à 4 ans et demi des troubles du neurodéveloppement, c'était ceux pour lesquels la correction de la glycémie avait été trop rapide, c'est les rouges, soit dans la première heure après la naissance, soit dans l'heure après l'épisode d'hypoglycémie. Donc c'est une correction progressive. De faire une correction trop agressive, c'est pas bien non plus pour le devenir neurodéveloppemental. Alors pourquoi c'est si compliqué ? Eh bien en fait, c'est comme dirait Madame Audon, c'est une tâche irréaliste dans un domaine qui a trop de variables. En particulier, les gens ne sont pas d'accord sur le moment de la première mesure. Donc il y en a qui vont vous parler d'hypoglycémie à 1 heure de vie avec un dextro à 1,5 millimoles par litre. Moi, je ne sais pas si c'est anormal. Il y a des controverses sur la durée de la phase transitionnelle. La situation clinique du nourrisson, vous l'aurez bien compris, va modifier aussi le devenir de ces enfants, hein, je vous ai dit. Il y a le problème de la disponibilité des sources énergétiques hautes qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a aussi le moment où on va évaluer le devenir neurologique, les méthodes qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, c'est compliqué d'avoir quelque chose d'homogène. Donc, il faut une approche universelle du diagnostic et de la prise en charge, mais qu'on n'est pas capable encore d'avoir parce qu'il y a de nombreuses controverses. Donc, il faut prendre une décision et se positionner pour son protocole de service. Il y a un manque de données basées sur l'épreuve, vous l'avez bien compris, il y a peu d'études randomisées. Les risques à long terme pour le développement neurologique en cas d'hypoglycémie asymptomatique ne sont pas clairement démontrés. Et les mesures, par contre, la seule chose qui est clairement démontrée, c'est que les mesures préventives sont efficaces et donc elles doivent être mises en route en salle d'accouchement. Je vous remercie.